Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Wadoud étant rêveur, cet activiste afghan s'est mis en tête de faire juger par la Cour pénale internationale les crimes de guerre commis dans son pays, notamment par les talibans. Chaque jour, il recueille un à un les témoignages de victimes et chaque jour, il risque sa vie. Les talibans lui ont fait comprendre qu'il est dans leur viseur. Nos reporters sont allés à la rencontre de cet idéaliste bien décidé à faire de son rêve une réalité. Reportage. Kaboul. Ciblée par Daesh et les talibans, la capitale afghane est devenue la ville la plus dangereuse d'Afghanistan. Dangereuse pour tous ses habitants, mais plus encore pour Wadoud Pedram. Lettres et appels anonymes, les talibans lui ont fait entendre qu'il était sur leur liste noire. À cause des problèmes de sécurité, je change de voiture régulièrement. Je prends des voitures simples qui peuvent passer pour des taxis. Parfois, j'enroule une écharpe autour de ma tête et les gens m'arrêtent pour que je les emmène. Ils pensent que je suis chauffeur de taxi. Wadoud préside une association de défense des droits de l'homme. Il poursuit un rêve, celui d'un Nuremberg pour l'Afghanistan, un grand procès où seraient jugés les criminels de guerre. Alors il sillonne la ville pour aller à la rencontre des familles de victimes et recueillir leurs témoignages. Ce soir, il nous emmène dans une famille qui a perdu l'une de ses proches, tuée dans un attentat. L'explosion a abîmé tous ces magasins et endommagé tous les alentours. Même les arbres sont tombés. Le 24 juillet 2017, une voiture chargée d'explosifs percute un minibus qui transporte du personnel du ministère du Pétrole. 23 personnes perdent la vie. Parmi elles se trouve Najiba Hosseini. Cette brillante jeune femme avait obtenu une bourse d'études, puis avait passé 2 ans au Japon. Elle était revenue à Kaboul quelques mois avant l'attentat et avait été recrutée au ministère. Elle avait 28 ans. Wadoud a recueilli le témoignage de la famille de Najiba et l'a envoyé à la Cour pénale internationale. Son rêve de Nuremberg, il veut le réaliser. Collaborant avec un réseau d'ONG, il a recueilli 800 témoignages impliquant 6000 victimes de crimes de guerre. En février dernier, ils ont été enregistrés par la Cour pénale internationale qui devra maintenant décider ou non d'ouvrir une enquête. Mariam est la sœur de Najiba. Hussein, son fiancé. Le matin de l'attentat, Mariam et Hussein se retrouvent à l'hôpital. J'ai dû regarder chaque corps. Et le dernier était celui de ma sœur. Elle était méconnaissable. Mais j'ai reconnu sa boucle d'oreille et un bout de sa jupe. Je me suis évanouie. J'attendais devant l'hôpital de police quand l'un de ses collègues est venu me voir pour me montrer une photo d'une main. Quand je l'ai regardée, j'ai reconnu la main de Najiba. Je l'ai reconnue à la bague que je lui avais offerte. L'attentat est revendiqué par les talibans. C'est l'unique information qu'obtient la famille traumatisée. Du kamikaze et de ses réseaux, on ne leur a rien dit. Malheureusement, nous n'avons pas un gouvernement fiable et transparent. Qui a perpétré les attaques? Qui est derrière? Qui les transporte pour arriver sur les lieux? Par qui sont-ils équipés? Malheureusement, ils ne publient pas et ne partagent pas les informations avec les gens.
Pensez-vous que ces gens pourront être jugés un jour? Pour être honnête, j'ai perdu tout espoir. Parce que j'ai perdu mon amour. Je doute que la Cour pénale internationale puisse faire quelque chose. Alors pourquoi avoir témoigné? Au moins pour avoir l'attention du monde sur ce qui se passe en Afghanistan. Les citoyens du monde doivent savoir combien le peuple afghan souffre en ces jours si difficiles. Le pays vit un carnage. En 2017, plus de 10 000 civils ont été tués ou blessés en Afghanistan, soit une moyenne de 27 personnes par jour. Ce matin, Wadoud Pedram rencontre à son bureau un témoin qui a perdu son fils et son neveu dans un attentat suicide revendiqué par le Hezb Islami, fondé par l'ancien chef de guerre, Gulbuddin Hekmatyar. On ne nous a posé aucune question. Aucune enquête n'a été faite jusqu'à présent. Rien du tout. Et puis un jour, ils ont annoncé les négociations de paix. Alors il est revenu et a rejoint le gouvernement. Et tout a été terminé. Impunité totale. L'ancien chef de guerre a été amnistié en 2017 par le président Ashraf Ghani. Il vit désormais à Kaboul, entouré d'une puissante milice, raison pour laquelle cet homme témoigne anonymement. Cette cour internationale a demandé aux familles de raconter leurs pertes. J'espère qu'elle traînera les criminels qui ont tué mon fils et mon neveu devant la justice. J'espère que cette cour n'est pas seulement une mise en scène, comme les tribunaux afghans, qui négocient avec les criminels. Nous ne pardonnerons jamais le sang qu'ils ont versé. En plus des chefs de guerre, des talibans et de Daesh, les témoignages désignent les forces de sécurité afghanes, mais aussi l'armée américaine et la CIA. Wadoud Pedram a donc de puissants ennemis. Tous les entretiens sont filmés en intérieur. Impossible de montrer les lieux où il vit et travaille. Inimaginable de le suivre dans la rue. Parfois, je reçois des alertes sécurité. Dans ces cas-là, je ne vais pas au bureau et je travaille depuis chez moi. Il a maintenant rendez-vous sur Skype avec une collaboratrice qui vient d'arriver à La Haye, où siège la Cour pénale internationale. Leur objectif est de presser l'ouverture de l'enquête. On y va pour faire du lobbying, pour parler avec les juges de la Cour pénale internationale du cas de l'Afghanistan. Je crois que tu as un rendez-vous demain à La Haye. Avec qui? Je voudrais avoir des nouvelles. Tu peux me dire ce que tu attends de ces rencontres? La Cour pénale internationale ne prend pas au sérieux le cas de l'Afghanistan. Puisqu'il y a des pays très puissants impliqués dans les crimes commis chez nous. Des pays de l'OTAN. Spécialement l'armée américaine et la CIA. Ils mettent la pression sur la Cour pour empêcher les enquêtes. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Fin 2017, à l'ONU, ils se sont officiellement opposés à toute enquête visant leur personnel, civil comme militaire. Pensez-vous que la CPI va réellement ouvrir l'enquête? Oui, je l'espère vraiment. J'en ai parlé l'an dernier avec la procureure et je lui ai dit que c'était vraiment une occasion pour la CPI de montrer qu'elle est indépendante. À l'heure du déjeuner chez Wadoud Pedram, se déroule une scène inhabituelle en Afghanistan. C'est du mouton. Un homme dans une cuisine préparant le déjeuner pour sa femme qui travaille. Je ne cuisine pas trop mal. Quand je prépare quelque chose, elle est contente.
Ça fait un moment que je travaille dans les droits de l'homme et je me bats contre la discrimination des femmes en Afghanistan. C'est un combat important. Et il faut amorcer le changement dans sa propre famille. Il faut respecter les femmes et croire dans l'égalité des droits et des opportunités. Progressiste, Wadoud a pourtant commencé sa scolarité dans une école coranique. Le mollah disait, en dehors des musulmans, tout le monde est sale, comme un chien. Je me suis dit, pourquoi? Alors j'ai étudié toutes les religions et je me suis dit, ok. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est simplement se comporter humainement. De retour de son travail, sa femme acceptera de nous parler. Mais Wadoud s'inquiète pour sa sécurité. Elle témoigne donc à visage caché. Je suis fière de mon mari, de ses activités. Il est probablement l'une des rares personnes en Afghanistan qui met sa vie en danger pour poursuivre son idéal. Lorsqu'il part de la maison le matin, je suis contente pour lui. Mais d'un autre côté, j'ai aussi très peur. Je me demande, reviendra-t-il ce soir? Malgré la peur, cependant, je l'encourage et le soutiens, fier qu'il s'investisse pour une cause si noble. Deux fois par semaine, Wadoud s'échappe pour évacuer l'énorme pression à laquelle il est soumis. Ici dans les collines, c'est un monde totalement différent. Je peux m'extraire de toutes ces affaires terribles. Ça me permet d'être en contact avec moi-même, de respirer profondément et de me sentir bien et libre. Mais la solitude est toujours de courte durée pour Wadoud Pedram. Les gens d'Afghanistan font face à des difficultés et nous avons la responsabilité de travailler pour eux. C'est ça notre but. J'espère que nous continuerons à relever les défis. J'espère que nous pourrons continuer à nous battre. Nombreux sont ceux qui lui ont demandé d'entrer en politique. Mais pour lui, cela relèverait de la compromission. Coriace et optimiste, il poursuivra donc sa route, seul contre les géants. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Tout commence en septembre 2014. Après avoir pris le contrôle un à un des villages de la région, le groupe État islamique lance l'offensive contre la ville syrienne de Kobané. C'est le début de 3 mois de guerre urbaine. Pour les djihadistes, il s'agit de conquérir cette enclave kurde située à la frontière turque. Finalement, la coalition internationale va venir en aide aux troupes kurdes au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces bombardements vont être décisifs dans la reprise de la ville. Et le 26 janvier 2015, le drapeau kurde flotte à nouveau sur Kobané. La bataille fera plus de 1800 morts, dont un millier de djihadistes, et des dizaines de milliers d'habitants ont fui la région. 3 ans après la fin des combats à Kobané, la vie a-t-elle repris en cours normal? Nos reporters Roméo Langlois et Maïssa Awad se sont rendus sur place. Voici leur reportage. « 700 camarades sont morts dans les combats contre Daesh à Kobané. J'ai vu 200 ou 250 corps de mes propres yeux. Je les connaissais tous. Des camarades ont été égorgés, décapités. D'autres ont été capturés et brûlés vifs.
Quand on a libéré Kobané, la communauté internationale nous a promis de nous aider à reconstruire la ville, mais on n'a jamais rien reçu. Alors on reconstruit tout nous-mêmes, sans l'aide de personne. Certains n'ont pas d'autre endroit où aller, alors ils vivent sous des bâches. On a pris cette photo dans un immeuble que Daesh avait fait exploser. 3 ou 4 mois après, sous les décombres, on a trouvé cette main qui serrait encore le fusil. Le camarade s'était battu jusqu'au bout. Alors on a érigé cette statue en son honneur. Venez, entrez. Sers le café à tout le monde et viens t'asseoir. Il suffit de la regarder pour comprendre ce qu'elle veut devenir. Elle passe son temps avec les camarades et les jeunes révolutionnaires. Elle est toujours avec eux. Elle me dit, quand je serai grande, je partirai. Elle va porter les armes comme sa tante. Je suis combattante, je viens d'arriver du front, j'ai pris 3 jours de permission pour voir mes enfants et ma sœur. Et puis après, je vais repartir avec les camarades. Mon mari est tombé en martyr à Kobané. J'ai rejoint les camarades pour prendre sa relève, et mon fils aussi pour venger son père. Et Leïla aussi, elle m'a promis que si je tombe en martyr, elle prendra ma relève. Moi aussi, je veux me battre. J'ai fait le vœu de mourir pour défendre mon peuple. Elle veut devenir une kamikaze et se faire exploser. Elle voit tous ces jeunes partir au combat pour défendre la terre. Alors pourquoi pas elle? Un jour, mon fils est venu me dire « J'en peux plus de travailler comme un esclave. » Je lui ai dit « Pars rejoindre les camarades. Tu apprendras à te battre, tu deviendras quelqu'un. Pars, mon fils, et tu reviendras fort comme un lion. » Je m'appelle Cher Nabi, je suis de Kobané, je suis chanteur. Il y a encore beaucoup de choses qui manquent dans notre ville. La vie n'est pas comme avant. Un jour il y a de l'eau, un jour non, et l'électricité c'est pareil. Une ville ne se reconstruit pas en un an. Mais notre peuple est patient. Ça fait 3 ans que Kobané est libéré. Et on a déjà bien avancé. Ça, c'est la statue d'Arin Mirkane. C'était une combattante du YPG. Elle s'est sacrifiée pendant la bataille de Kobané. Elle s'est fait exploser sur une colline tenue par les djihadistes. Moi aussi, je veux rejoindre les camarades pour avoir ma statue. Je veux devenir comme elle.
Non, ça ne me rend pas triste. Quand un enfant dit qu'il veut devenir combattant, au contraire, ça me rend très heureuse. Nos enfants, on ne les élève pas pour nous. On les élève pour en faire des combattants. L'ancien président irakien Saddam Hussein disait « Je bombarde les Kurdes pour les éradiquer », mais juste après, un chanteur kurde arrive avec sa chanson et les voilà réunis de nouveau. Personne ne peut obliger un artiste à se battre en première ligne. Nos balles, c'est nos chansons. Les camarades nous demandaient d'aller nous battre. Mais moi, je ne suis pas combattant. Mon arme, c'est ma guitare. Alors, avec Chef Nabi, on est allé au front. Les balles des snipers de Daesh sifflaient au-dessus de nos têtes. On a sorti nos guitares et on a chanté pour encourager les combattants. Certains enfants ont vu leurs parents se faire égorger. D'autres ont vu leur maison bombardée. Ils sont tous en état de choc à cause des massacres de Daesh. On essaie de gérer leur état psychique. On leur explique que la meilleure manière de se venger, c'est de réussir à l'école et de construire sa patrie. On a décidé qu'il était temps de parler avec notre propre langue. C'est notre droit. Nous sommes libres. Avant, on avait des livres de Kurdes, mais on avait peur de les sortir à cause du régime répressif. Parler kurde était interdit. À l'école, on nous disait de laisser la langue kurde à la maison et de n'apprendre que l'arabe. Maman voudrait une cartouche de clope. Elle te paiera plus tard. Ok, va la chercher. Tati Fatih, donnez-moi une cartouche de cigarette. Qu'est-ce qu'il fait froid. Jamila, dites-leur que j'ai trouvé Chilon dans la rue. J'achète tout à crédit. Certains commerçants acceptent, d'autres non. Tout est devenu cher. Et moi, je ne peux pas travailler. Mon Dieu, je meurs de faim. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas fait à manger. 2 jours. Tu viens manger, Chérine? Le PKK aide les familles des martyrs. Moi, j'ai pas de martyrs dans ma famille, alors je reçois rien. Moi, j'ai mon avis. Toi, tu as le tien. Moi, je sais que les camarades font tout pour nous aider.
Je décris ma situation, c'est tout. Je ne parle pas au nom de tout le monde. Je critique pas le parti, je le soutiens à fond. J'ai même donné mon enfant au parti. Mais j'ai besoin qu'il m'aide. T'inquiète, ils vont t'aider. Les camarades font tout pour nous aider. Mais on est en guerre. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Cette semaine, Pascal Légitimus est l'invité de notre Paris des Arts. L'artiste revient sur son parcours, du succès fulgurant des Inconnus, le trio comique légendaire dont il a fait partie, à ses expériences théâtrales en tant que réalisateur et comédien. Nous partons avec lui en balade au musée de Montmartre et, pour finir, Pascal nous emmène à la rencontre de Josiane Balasco, une comédienne dont les rôles mêlent humour et sensibilité. On dirait pas quoi? On dirait pas qu'on est à Paris. Effectivement, on a l'impression d'être en province. En tout cas, c'est une belle bâtisse. Avant d'être un musée, c'était un refuge pour les peintres. Est-ce que vous savez que Renoir y a vécu 2 ans? Pas du tout. Il paye son loyer ou c'était gratos? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a peint ici quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. On peut citer le bal du Moulin de la Galette, la balançoire ou encore le jardin de la rue Cortot. C'est beau, c'est vert. J'ai l'impression que Tarzan et Jane vont apparaître tellement c'est vert. Non, c'est super, c'est beau. Puis je sais qu'il y a le petit café Renoir. Hein. Ouais. Donc, on peut prendre un petit café, manger une petite tarte. On pourrait d'ailleurs appeler ce café le Montarte. Le Montarte. Oui, c'est pas mal. Ouais, pas mal. C'est un musée qui abrite une importante collection de peintures, d'affiches de Toulouse-Lautrec, de Modigliani et puis de... Suzanne Valadon. Suzanne Valadon. Ils ont même recréé son atelier, l'atelier qu'elle occupait avec son fils. On va mettre un petit peu d'huile sur la porte, elle grasse un peu. Oui, c'est ça. Bon. Hein? Vous êtes content quand même que je vous emmène ici, petit coin bucolique, on est en plein cœur de Paris, et en même temps, voilà. Mais ça me fait une petite respiration entre 2 spectacles le soir, évidemment. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour, votre prénom c'est? Valérie. Bonjour Val. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédien, réalisateur, metteur en scène. Vous êtes en ce moment sur les planches du Théâtre des Variétés. Tout à fait. On va parler de cette pièce Non à l'argent. On va revenir aussi sur votre carrière. Oh, une petite carrière, on va pas s'étaler. On va s'étaler un petit peu quand même. Oh. Mais avant, on va visiter le musée. En tout cas, l'exposition temporaire sur le cinéma. D'accord. On y va. Ah ben allons-y. Partant. Hein? Je suis là pour ça. Ah ben... Merci. Bonjour. À Montmartre, son Sacré-Cœur, son Moulin Rouge, la place du Tertre, Pigalle et son musée. Un musée qui nous invite aujourd'hui à visiter une exposition consacrée au décor de cinéma. Elle rend hommage à ce quartier emblématique de Paris que le 7e art, depuis sa création, n'a eu de cesse de mettre en scène.
Ici, on est au milieu de tout. Comment ça, au milieu de tout? La maison, elle est au milieu de Pigalle. Pigalle, c'est au milieu de Montmartre. Puis autour de Montmartre, il y a le reste de Paris. Pour vous, ça représente quoi, Pascal, Montmartre? Est-ce que c'est plutôt la fête, la pègre aussi? Parce qu'il y a aussi ce côté-là, il y a aussi le Montmartre des voyous. Montmartre, c'est un mini Paris pour moi. La gouaille, l'aspect truand, les bourgeois, la prostitution, les gangs, avec les quartiers autour. Et puis en même temps, c'est effectivement la fête, les petits bistrots. C'est beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est des gens qui aiment se rencontrer, se retrouver. En parlant d'amour, on est très heureux d'avoir Juliette ou La Clé des Songes et Marcel Carné a choisi une séquence très importante de le filmer dans les escaliers très photogéniques de Montmartre. Et c'est quand même assez étonnant parce que Marcel Carné, il a beaucoup reconstitué en studio, notamment pour Les Portes de la Nuit. Il a reconstitué toute la station de métro de Barbès. On retrouve l'exactitude et aussi la poésie parisienne spéciale. Beaucoup de films ont été faits comme un témoignage, comme une chronique de l'époque. Donc en fait, ce sont des films quasiment historiques. Et le French Cancan est né ici, à Montmartre. Exactement. Là, on a les très beaux dessins de Max Duy, qui était le chef opérateur pour le film de French Cancan de Jean Renoir. C'est étonnant de voir comment c'est important encore les documents qui procèdent le décor. Ouais, c'est pas mal, hein. Du dessin au tournage. Il y a même les mouvements, on dirait presque des mouvements de caméra là. Donc là, vous avez récupéré toutes les affiches, les photos matons du film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour nous replonger un peu dans l'univers du tournage? Oui, absolument. On voulait recréer en fait la chambre d'Amélie Poulain, d'ailleurs avec la lampe couchant que vous voyez là. Et dans le film, il y a beaucoup de références à l'histoire du cinéma, notamment Madame Suzanne qui joue la patronne du café Les Deux Moulins. Est interprétée par la mère d'Antoine Doinel. Ouais. Donc il a choisi exprès d'utiliser la même actrice et il fait aussi référence à Méliès parce que Jamel il est nommé le roi des magiciens et c'est un titre que Méliès aussi utilisait pour ses propres films. Bonsoir. Pascal Légitimus, comédien, humoriste, réalisateur, metteur en scène. Être humain. Être humain, on va en avoir des choses à se dire. On commence sur les planches. Vous êtes en ce moment sur scène au Théâtre des Variétés dans une pièce qui s'appelle Non à l'argent et vous êtes cet homme qui gagne au loto 162 millions d'euros et qui dit non, qui refuse la somme. Mais ça n'a pas la tête, qu'est-ce qui vous a pris? Parler du personnage. Oui. Parce que moi, dans la vie, je suis pas comme ça. Ah, voilà. Vous auriez pris, vous, dans la vie? Évidemment. Voilà. Moi, je prends la thune et je me casse. Voilà. Oui, cette pièce, je l'ai travaillée 2 mois. Parce que j'ai beaucoup de textes, avec des variations. C'est à la fois drôle, émouvant. C'est un peu triste. On apprend des choses, on réfléchit. Pour moi, c'est une pièce complète. Donc, j'ai dû travailler ce personnage qui est passionné, qui est pur. Et bon, moi, dans la vie, je suis pas impur. Hein. Je suis un peu impur par endroit. Donc, il fallait que... C'est un rôle de composition, si je puis dire. Black apart, ça pour dire que je me suis éclaté dans ce personnage-là et j'aspire à faire des rôles de composition. Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi, t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard, mais sans toucher les millions. Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. » Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher. Vous mettez aussi en scène en ce moment After Work au Feu de la Rampe. Ce n'est évidemment pas une première. Vous avez mis en scène plus d'une dizaine de pièces. Vous avez dirigé des humoristes comme Elie Semoun, Pierre Palmade, Laurent Ruquier, pour ne citer que. La mise en scène, elle s'est imposée très tôt, alors même que vous auriez pu vous contenter de votre succès en tant que comédien. Ça répond à quel désir? Je n'ai jamais fait la demande de mettre en scène quelqu'un. Ce sont des rencontres. Anthony Cavana, je l'ai rencontré à Montréal. Elie Semoun et Dieudonné, c'est Dieudonné qui m'a rencontré en premier, qui a dit voilà, j'ai un copain, on fait des petites blagues, on a des sketchs, on aime ce que tu fais, j'aimerais bien que tu... J'ai regardé un peu leur travail, je dis ok, il y a un truc à faire, puis voilà.
Le succès fulgurant au départ, après le petit théâtre de Bouvard, vous le partagez avec vos deux comparses des Inconnus, Didier Bourdon et Bernard Campan. À trois, vous enchaînez les sketchs à la télévision, sur scène, vous raflez de nombreux prix, dont le Molière du meilleur spectacle comique. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Non, exceptionnel. Je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu. Et ce qu'on pourrait vivre encore, vous voyez, ce qu'on pourrait vivre encore. Parce que c'est un destin qui nous a un peu échappé, parce que nous, on est des bosseurs, on travaille, ce qu'on avait envie, c'est de s'exprimer à travers des sketchs, à travers la télévision, à travers des chansons. Alors voilà, moi je regrette encore un peu j'aimerais bien remettre le couvert, si je puis dire. Donc ce n'est pas qu'une rumeur, c'est un projet de reformer les Inconnus. Joker. Donc voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te pose des problèmes? Oui, c'est ça. T'as bien fait la question. Et est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, la polygamie, moi j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que certains sketchs aujourd'hui ne passeraient plus au nom du politiquement correct. Je pense notamment à la petite serveuse qui aimait s'amuser dans la joie et la négresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'on peut rire de tout. C'est la manière, c'est le paquet cadeau qu'il faut changer. Moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Legitimus Incognitus, donc qui est un seul en scène que je joue depuis 1 an et demi. Je parle de Daesh à un moment donné. Et pendant 8 secondes, les gens font « Qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et en fait, j'imagine le Club Med en Syrie. Et ça marche parce que je joue un personnage. Donc il y a une distance. Bienvenue au Club Medina. Allez, 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 allez. Il y a du soleil, mais pas de nana. Allez, allez. Toute la journée, on est là-bas. Allez, allez, allez. La barbe, elle pousse de haut en bas. Un succès en amène un autre. Triomphe des trois frères au cinéma, Ah bon 7 millions. On a fait 7 millions. 7 millions, ouais, c'est tout. Nous sommes en 1995. Ouais. Et là, les Inconnus se séparent. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a plein de raisons. Il y a des raisons dont on ne peut pas parler, qui nous sont propres, qui sont personnelles. Et il y a des raisons aussi, à un moment donné, quand on est au plafond, on ne peut que redescendre. Donc on s'était dit, tiens, on va faire une petite pause. Punaise, regarde les prix. Plus c'est petit, plus c'est cher. S'en fout pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu voulais pas faire des économies? Attends, c'est bon, attends, j'ai payé. Ah, non, c'est mon gosse, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. T'es fou, je suis connu ici. Eh ben tant mieux, comme ça on passera plus facilement avec ça. Non. Les vieux aujourd'hui, c'est terrible. On ne peut évidemment pas parler de tout ce que vous avez fait, alors je vous propose un petit ping-pong. Oui. Question courte, réponse courte. Oui, on va essayer. En tant que comédien, le costume que vous avez préféré enfiler sur scène? Le plus connecté, c'est Marie-Thérèse. D'ailleurs, j'aimerais en faire un film de ce personnage-là. Voilà. Au cinéma? Au cinéma, Le pharmacien de garde. J'étais un travesti homosexuel. Voilà. L'artiste que vous êtes peut-être le plus fier d'avoir fait émerger? Laurent Ruquier, parce que c'est quelqu'un qui était introverti, timide. Il a fait son coming out grâce à ce spectacle-là. Il m'a dit, je suis pas acteur, je suis sur scène, je suis mal à l'aise, donc j'aimerais quelqu'un qui me... Donc on a travaillé 3-4 mois, il est venu à la maison, presque sur un divan, et puis on a beaucoup parlé, échangé. Je lui ai dit qu'il avait des qualités, donc puis on a essayé de trouver des angles, une forme pour le mettre à l'aise sur scène. Il y a quelques années, vous regrettiez la sous-représentation des personnes de couleur dans le cinéma. Est-ce que ça a changé? J'estime que la société française n'est pas assez représentée en général. J'estime que c'est toujours un peu sage, un peu propre, un peu blanc. Bon, on va terminer sur une citation. On va terminer, déjà. Et surtout, je vais prendre mon élan. Vous avez dit, le drame de ma vie, c'est que lorsqu'on me rencontre, on ne peut plus me quitter. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je vous le dirai à la fin de l'émission, mais en tout cas, je trouve ça hyper prétentieux. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ah bon? Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, t'es chiant parce que quand on te connaît, on t'aime. Après, c'est chiant de partir. Alors, je vais résumer ça comme ça. Je suis quelqu'un de très attachant dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que je suis très introverti, non pas timide, introverti, très distant, je me protège, et quand j'ouvre, c'est les chutes du Niagara. Donc à un moment donné, les gens sont aimants dans les deux sens du terme. Dans son Paris des Arts,
Pascal Légitimus nous présente Josiane Balasco, la comédienne qui s'est imposée au milieu des années 70 avec l'équipe du Splendide, dans des films qui ont marqué toute une époque, comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Depuis plus de 40 ans, elle fait son cinéma, devant et derrière la caméra, et s'est aussi imposée au théâtre, où elle a dirigé Pascal. Comment vous êtes rencontrés tous les deux la toute première fois? Toute première fois. Moi, c'est devant mon poste de télé parce que je regardais, c'était Bouvard. Tête de Bouvard, qui a révélé plein de talents. Et puis on s'est croisés, on s'est croisés quelques fois. Dans des pinces-fesses, chez Lip. C'est pas vrai. Un truc caritatif. Elle était sur ma gauche. Et on discute, on papote, et à un moment donné, elle me dit « Tu fais quoi en ce moment ?» Je dis « Bah là, je viens de terminer un film, j'ai fait un téléfilm, j'ai fait une série. » Et je lui dis comme ça « J'aimerais bien faire du théâtre, reprendre le théâtre. » Et je pense qu'elle a dû faire son petit chemin parce que 6 mois plus tard, elle m'a contacté pour me dire Nuit d'ivresse, est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah alors, et je lui dis mais pourquoi moi? J'étais assez étonné. Elle me dit cette phrase, ça sera moderne. Je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. En tout cas, le film est un succès. Vous en avez enchaîné plein dans ce film-là. Donc, vous êtes à l'écran. Dans ce film, comme dans d'autres, je pense à Las Malades, Trop belle pour toi, ou même Crime au paradis, vous incarnez une personne ordinaire, une femme ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Et c'est le tour de force que vous avez réussi dans votre carrière, c'est à imposer ce personnage-là. À vrai dire, ce sont des personnages, parce que quand j'écris mes personnages, quand j'écris mes films, bon, Gazan Moody, ce sont des gens, ce sont un caractère ordinaire, mais qui à l'époque n'était pas ordinaire. Et pour vous, quel est son plus grand rôle au cinéma? Il y en a eu plein. C'est dur de... Moi, ce qui me plaît en général, c'est le point commun de tous ces personnages. Il y a de la sensibilité, il y a des fêlures, il y a des non-dits, il y a un passif. Il y a toujours de la profondeur là-dedans. C'est ça qui me plaît, en tout cas. Ces derniers temps, on vous voit souvent à l'écran, aux côtés de votre fille, Marie-Lou Berry, notamment dans cette nouvelle comédie, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Vous campez quel rôle? Je suis la marâtre. Alors là, c'est un personnage qui n'a pas du tout de profondeur, qui est très méchant. C'est ça. D'emblée, il y a pas. Tu ne peux pas la sauver. Elle est méchante. Elle veut que ça soit ses filles ou sa fille qui deviennent princesse et pas du tout cette souillon de Cendrillon. Non, c'était amusant de faire ça. Cendrillon! D'où elle hausse le ton, celle-là? Et c'est maintenant l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. Le Jardin des Poètes, porte d'Auteuil, avec des fleurs, des arbres, et puis il y a tout un jardin exotique qui est pas très loin de Roland-Garros. J'aime bien Bambou, rue des Jeuneurs, cuisine franco-thaï, semi-épicée, avec une ambiance un peu lounge, où on s'allounge. Et comme c'est pas loin du théâtre des variétés, c'est parfait. De l'air pur. On commence à voir ce qu'on respire, donc ça craint, quoi. Bon, le Parisien, pour moi, c'est le chauffeur de taxi qui écoute en permanence Rire et Chanson. Donc les inconnus, évidemment, les mecs qui me refont les sketchs, c'est très très drôle. MST, un peu MST, mocassin serre-tête. Le téléphone, le petit sac un peu comme ça, et puis qui avance, qui bosse. Voilà. Paris, c'est une blonde. Alors Paris, c'est pour moi, c'est l'histoire. L'histoire. Ouais, l'histoire. Merci Pascal Légitimus. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Pascal sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. 1600 passe. 1600. Je dis n'importe quoi. 1600. Je vais encore avoir une grosse tête. Et on dit une chose drôle, tu peux rigoler un peu. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, la mode sous les projecteurs de l'amphithéâtre de Carthage pour fêter le 10e anniversaire de la Fashion Week de Tunis. Les Tunisiennes, très actives sur les réseaux sociaux, expriment désormais leur désir de s'affirmer.
et de trouver la beauté dans la mode, en dehors du regard des hommes. Reportage. La mode est un théâtre. Quelle belle idée de la mettre en scène à l'amphithéâtre de Carthage pour fêter le 10e anniversaire de la Fashion Week de Tunis. Les délicates robes de princesse qui ont fait les grandes heures de la mode maghrébine ont aujourd'hui tendance à s'effacer au profit d'un style plus international, streetwear. Les Tunisiennes ne jurent plus que par les réseaux sociaux et elles n'ont plus qu'un désir, s'affirmer. Qu'est-ce qui est beau pour une femme quand on enlève le regard de l'homme? Et ce que j'aime bien en ce moment, c'est que ces femmes-là sont de moins en moins sexy pour l'homme, c'est-à-dire tenue moulante, plateforme, talons hauts, etc. et vers un truc qui leur est beaucoup plus personnel, qui est sexy pour moi ou beau pour moi. Et donc c'est là qu'on voit un changement social aussi. Aucune censure vestimentaire ne vient entacher cette formidable envie de liberté prônée par les designers de mode tunisiens. Ils montrent à la fois une culture arabe prononcée et en même temps une culture européenne très marquée. Ici se joue quelque chose de très important pour le reste de l'avenir de la région parce que vous avez des femmes et des hommes, 10 à 11 millions d'habitants, c'est pas le plus grand pays de la région, loin de là, mais qui ont fait cette démonstration qu'on pouvait être africain, qu'on pouvait être du monde arabe, qu'on pouvait être maghrébin, mais qu'on pouvait être aussi méditerranéen. Et donc c'est ce lien avec l'Europe qui est créé à travers la Méditerranée que la Tunisie exprime avec beaucoup d'aisance. Avec ces jeunes qui sont des start-upers incroyables, qui sont surdoués dans le domaine du numérique, ces jeunes designers qu'on voit aujourd'hui. Et dans le fond, cette Tunisie, elle est une sorte d'anomalie presque dans le monde arabe, mais c'est une merveilleuse anomalie qui va devant et qui est la plus moderne, je crois, des civilisations de cette partie du monde. La Tunisie a développé depuis les années 70-80 un savoir-faire inégalé quant à la fabrication des vêtements. Mais cette expertise a été détrônée par l'arrivée des productions chinoises. L'objectif, c'est qu'on industrialise des collections pour les distribuer. Donc l'époque où les stylistes travaillent dans leur atelier avec les pièces uniques, on essaye aujourd'hui de les industrialiser avec une finition encore meilleure et essayer de les distribuer dans le monde entier. Les industriels du textile tunisien se sont regroupés non sans mal au sein d'une fédération. Son ambition est de mettre en place les leviers économiques nécessaires pour que le pays passe du stade de producteur à celui de créateur. C'est la première fois que le gouvernement met en place un fonds pour la restructuration des entreprises, encourage le produit fini tunisien, encourage la créativité de nos jeunes. On compte énormément sur nos partenaires traditionnels, nos amis, je voudrais dire, français et européens, pour justement prendre le textile tunisien et le pousser vers l'avant. Comme bon nombre d'entreprises tunisiennes, le groupe Sazio est spécialiste du denim. Sazio a enrichi son offre en s'associant pour des mini-collections avec des jeunes designers locaux. Les petits sacs bijoux, c'est l'industrie et l'innovation. Donc on a les petites cages où on met les oranges qu'on trouve un peu partout et des clous. Après, les lignes, c'est épuré, c'est clinique. Il fallait montrer ce côté professionnalisme parce que Sazio, c'est ça. On est très dans le prototype doit être parfait pour que ça sorte. Autre exemple, la griffe Collection nationale. Créée grâce à l'aide des dirigeants de la Fashion Week de Tunis, elle s'intéresse en premier lieu aux préoccupations de la génération milléniale. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le genderless. C'est une collection totalement jean. Et le point positif, c'est que le jean, il est écologique. Écologique, il utilise un minimum d'eau, très peu de produits chimiques, et donc il est durable. Ce qui fait qu'il est écologique. Donc. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui pour les designers de travailler sur l'environnement. C'est très important de préserver l'environnement et d'essayer de faire des tissus, de concevoir des tissus écologiques pour préserver justement la nature. Même les petites entreprises ne résistent pas à l'appel de créer leur propre collection. Toujours avec du denim importé, car la Tunisie ne possède pas de filature, Blue Twins surfe sur une vague en vogue aujourd'hui, celle des vêtements lacérés et tachés. On a la création, on a
les stylistes modélistes qui créent toute cette collection qui a déjà, vous avez déjà à voir dans le défilé. Et on est des producteurs et ensuite des commerçants. Pour clôturer ce tour d'horizon de la création tunisienne, Brahim Clé. Les collections de ce très jeune trentenaire pourraient aisément défiler dans les grandes capitales de mode. Dans cette collection, c'était vraiment le processus de la vie, de l'être humain. On est au début pur, on est pur. Après, on connaît quelques moments d'art, donc il y a le noir. Et à la fin, c'est la pièce rouge qui... c'est le symbole de l'amour, comme ça peut être de l'amour, comme ça peut être une blessure. C'est une collection tunisienne, internationale? Non, pas du tout. Non, c'est une collection qui n'a pas de nationalité, mais il y a quelques inspirations japonisantes. La mode présente pour nos sociétés un double intérêt vital, économique et social. Elle transmet des valeurs et influence notre perception du monde. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.